On va ouvrir un nouveau volet d'arithmétique. Et là, cette petite séance, c'est juste une séance de motivation informelle pour se mettre en jambe et puis pour comprendre un petit peu ce que l'on fait. De la même manière qu'en algèbre linéaire, je trouve ça vraiment intéressant de regarder les choses sur un corps fini pour comprendre quels sont les théorèmes importants. Et si on n'a pas oublié des résultats, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui est important, quelle est la hiérarchie des résultats. En arithmétique, je trouve que c'est important de résoudre des équations sur Z pour comprendre les résultats de l'arithmétique. Donc avant de commencer, pour un certain nombre de motivations, en arithmétique, on va résoudre des équations. Alors, avant de résoudre des équations sur Z, encore une fois, j'aimerais qu'on comprenne ce que ça veut dire résoudre des équations. Parce que ça, c'est pas tout à fait clair qu'on soit d'accord sur la définition, et ça vaut le coup de toute façon de réfléchir là-dessus. Je prends une équation toute bête, 3x moins 5y égale 0. X et y sont deux variables réelles, deux inconnues réelles. Donc ça, c'est une équation, parce qu'une équation, c'est une égalité. Résoudre, ça veut dire quoi? Ben, je vais prendre un paramètre t réel, x, je vais poser égal à t, et y, ce sera 3/5 de t. En quoi j'ai résolu l'équation? Bon, c'était pas difficile, hein, le problème, c'est pas de faire une équation difficile, hein. C'est juste de voir ce qu'on fait en général, parce qu'il n'y a pas toujours un nombre fini de solutions. Bon, s'il n'y a pas de solution, bon, bah, c'est clair. S'il y en a un nombre fini, bah, on comprend ce que c'est que résoudre une équation, mais en général. Regardez, ici, on a une structure linéaire et on peut voir l'équation comme un noyau. C'est le noyau de l'application qui va de R2 dans R et qui à XY donne 3x moins 5y. Qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu x égale t, y égale 3/5 de t. Ok. Et bien ça veut dire qu'on a obtenu une image. Une image, c'est l'image de l'application linéaire de R dans R2 qui à t donne t 3/5 de t. Voilà. Et en fait, dire qu'on a résolu l'équation, c'est dire que ça implique ça, mais bon, avec la réciproque, qu'on a une équivalence, et que, en fait, ça veut dire que le noyau, c'est une image. Alors, est-ce que donc là, c'est important parce qu'on a vu dans le cours d'algèbre linéaire les noyaux et les images, et c'est intéressant de voir que résoudre une équation, au moins linéaire, c'est dire qu'un noyau, c'est égal à une image. Ça, c'est quand même assez bien, c'est-à-dire que ici, vous voyez, l'image peut être vue comme le fait qu'on a une famille génératrice, vous voyez. Donc là, on a un vecteur générateur, c'est 1 3/5. Bien. Pourquoi un noyau, on veut que ce soit une image? Bon, et pourquoi pas l'inverse? En fait, si on a encore l'idée de dualité en tête, le noyau et l'image jouent des rôles duaux, des rôles symétriques quelque part. Que fait le noyau? Le noyau est intéressant. Avoir un ensemble de solutions sous forme de noyau est intéressant parce que si vous avez, je vous donne par exemple, je ne sais pas moi, le point 2, 4, et ben, vous pouvez toujours tout de suite vérifier que le point 2, 4, s'il est solution ou pas. Vous faites 3 fois 2, moins 5 fois 4, bon, ben, ça ne fait pas 0, donc il n'est pas solution. Donc, et si ça avait fait 0, il aurait été solution. Donc vous pouvez vérifier. Donc ici, on a une vérification, d'accord? Cette forme-là est une forme vérifiable. En revanche, pourquoi on veut l'avoir comme image? Parce qu'on veut avoir un certain nombre de solutions. On veut une machine à fournir des solutions. Et ça, l'image fournit des solutions. Donc ici, par exemple, vous voulez une solution, vous prenez t égale 10, ça fait 10, 6. Voilà. Hein. Donc vous avez autant de solutions. En revanche, l'image est une mauvaise vérificatrice.
Et le noyau est un mauvais fournisseur. Donc on a un qui vérifie, mais qui ne fournit pas, et lui, l'image, qui fournit des solutions. Mais par contre, si je vous dis, est-ce que 2, 4, on avait dit 2, 4, est solution, bah, vous faites x égale 2 et égale 4, bon, bah, ça vous demande de réfléchir quand même, vous voyez. Alors que là, c'était beaucoup plus direct. Bon, voilà. Donc, en fait, quel est l'idéal quand on veut résoudre des équations? L'idéal, c'est d'avoir quelque chose comme un noyau qui est égal à une image. Alors là, ça y est, on a atteint l'objectif parce que on a deux formes possibles du même ensemble de solutions. Un que l'on peut vérifier, donc vous me donnez une solution et je vous dis si c'est bon ou pas. Un autre où vous pouvez fournir. Voilà. Et donc, où vous dites, allez, voilà, on a la machine qui balance les solutions. Voilà. Alors, vous allez me dire, là, on est dans un cas particulier, on est dans le cas linéaire. Bon, c'est pas difficile de généraliser dans un cadre complètement ensembliste. Une équation, ça veut dire qu'on a un ensemble, ici c'est R2, d'accord, X et Y, dans R, et on a un élément, et on veut savoir quels sont les éléments, donc cet ensemble-là, les éléments qui ont pour image, par une fonction, là ici c'est cette fonction, cet élément-là. Voilà. Donc là, c'est 0. Voilà. OK. Et maintenant, là, si vous voulez, vous avez une machine quand même à vérifier si c'est bon. Maintenant, vous résoudre l'équation revient à ce truc que j'ai mis en rouge, c'est-à-dire de trouver une fonction, donc ici c'est cette fonction-là, avec un ensemble, ici l'ensemble là c'est R, d'accord, tel que l'ensemble des solutions, l'ensemble qu'on cherchait au départ, c'est exactement l'image directe de cette fonction. D'accord? L'image directe de l'ensemble de départ, ici, par la fonction. Voilà, en gros, ce qu'on va appeler résoudre une équation, avoir cette espèce d'égalité entre des choses qu'on peut vérifier et des choses qu'on peut fournir. Alors maintenant, sur Z. Je l'ai fait sur R pour qu'on puisse faire la comparaison et voir ce que c'est là maintenant que l'arithmétique. Là, on était en algèbre linéaire et maintenant, on passe en arithmétique. Là, on avait comme solution des sous-espaces vectoriels, d'accord, un sous-espace vectoriel de R2 engendré par 1, 3, 5e. Mais là, étant donné qu'on est sur Z, on ne peut plus espérer avoir un sous-espace vectoriel. Ça ne va pas être stable, l'ensemble des solutions ne va pas être stable par la multiplication externe d'un corps. En revanche, ça reste stable, l'ensemble des solutions, vous pouvez le vérifier, ça reste stable par addition et ça va être un sous-groupe en fait de Z2. Là, on va être dans Z2. Maintenant, est-ce qu'on peut présenter un petit peu les choses de façon analogue? Eh bien, écrivons 3x égale 5y, mais maintenant on cherche x et y dans Z. Eh bien, regardez, 3 divise 3x, il divise le membre de gauche, parce que maintenant on est dans Z, et donc 3 divise le membre de droite, 5y, et là, je vais juste dans la partie motivation, hein, supposer que vous savez des choses de licence, comme le lemme de Gauss, comme les bases d'arithmétique, l'unicité de la décomposition en facteur premier. Et là, le lemme de Gauss, il dit que comme 3 et 5 sont premiers entre eux, d'accord, d'accord, vous voyez, 3 divise y. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on verra après, vraiment en cours, de façon plus formelle. Alors, maintenant, puisque 3 divise y, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que y, il est égal à 3t. Donc, si vous voulez, que y sur 3, c'est un entier. Donc, y égale 3t avec t dans z. Voilà. Bon, et bien maintenant, puisqu'y est égal à 3t, je vais reporter dans cette équation. Ça fait 3x égale 5 fois 3t. Et donc, je simplifie par 3. Ça fait x égale 5t. Donc, maintenant, je vois que j'ai x égale 5t.
et y égale 3t, et la réciproque, elle est claire, hein, on peut tout remonter, et si on a ça, il est clair qu'on a ça. Donc voilà mon appareil à fournir des solutions, d'accord? Ça c'était mon équation, maintenant elle était dans Z, et on a un appareil à fournir des solutions, comme ceci. Là, ce qui fait la différence, hein, d'accord? Ici, on avait un vecteur directeur. Là, on a un espèce de vecteur directeur, mais là, c'est un peu plus rigide. C'est 5, 3, d'accord? Et la différence fondamentale dans nos méthodes pour résoudre là par rapport à là, c'est la divisibilité. Ici, on est sur un corps, et donc on n'a pas besoin de se poser des questions de divisibilité. Tout le monde divise tout le monde, à part 0 qui est à part. Mais tout le monde divise tout le monde. Alors que là, la vraie difficulté, hein, c'est la divisibilité. Et il nous a fallu le lemme de Gauss, il nous a fallu une certaine notion qu'on appelle la factorialité pour pouvoir débloquer le problème. Sans ces notions-là, on n'aurait pas pu. Donc, en fait, ça va être ça un peu l'arithmétique, ça va être l'étude de la divisibilité comme outil principal, hein, de résolution d'équations, etc., etc. Mais disons que l'arithmétique telle qu'on va la voir en cours sera moins portée sur la résolution d'équations, même si en exercice, ça va plutôt être de la motivation et des exercices, mais va être portée sur les outils. Et l'outil principal, c'est l'étude de la divisibilité, et c'est ça qui va engendrer la notion d'éléments premiers, les éléments premiers entre eux, les PGCD, les PPCM, les idéaux, etc., etc. On va continuer sur des équations, d'accord? Et puis, toujours dans notre motivation, notre mise en jambe, pour bien qu'on comprenne ce qu'on fera après, parce que ce qu'on va faire après, ça va être relativement abstrait, et ce serait dommage de faire cette randonnée dans l'arithmétique en commençant tout de suite par une vue d'hélicoptère. Vaut mieux crapahuter un petit peu, et puis ensuite on appréciera mieux le paysage. Alors on va commencer avec une série d'équations diophantiennes pour se mettre en jambe et aussi pour tester des théorèmes d'arithmétique qu'on verra de façon plus formelle dans un cadre un peu plus abstrait. Là on les voit de façon pratique, de toute façon je suppose qu'il y a des prérequis de licence. Alors, d'abord les équations qu'on va appeler linéaires. Alors, linéaire ça veut dire quoi? Je mets ça entre guillemets parce que pour nous linéaire c'est des espaces vectoriels, donc il y a un corps et tout. Là non, on n'a pas de corps. Ici, on a vu 3x moins 5y égale 0, que c'était équivalent à xy égale 5t, 3t. Avec t qui parcourt z. Je vous fais en petit dessin. En fait, on aurait été vraiment en linéaire, c'était une droite. Et là, ce serait la droite portée par le vecteur directeur 5, 3, d'accord, qui est ici, hein, d'accord, que vous voyez ici. Et en fait, ce serait toute la droite, d'accord. Et là, il se trouve que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des points de cette droite qui sont là en rouge, c'est les multiples entiers de ce vecteur directeur. Toujours pareil, c'est une vision géométrique de ce qu'on a dit tout à l'heure sur noyau et image. Image, ça veut dire qu'on fournit des points, on a ce vecteur directeur et puis on fournit des points. Noyau, ça veut dire que on trace une droite et on prend un point et on regarde s'il est sur la droite ou s'il n'est pas sur la droite. Voilà. Maintenant, continuons avec les équations. Vous allez dire, oui, mais 3 et 5, ils étaient premiers. On prend deux éléments 15 et 22. Eh bien, ça va encore marcher. Pourquoi? Parce que tout marche, parce qu'ils sont premiers entre eux. Donc, le lemme de Gauss, il va nous permettre de faire que, comme quand on va passer ça de l'autre côté,
15 divise 15x, donc 15 divise 22y, mais 15 est premier avec 22, donc 15 divise y, et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir un t dans z tel que y égale 15t. Donc là, il n'y a pas de changement entre cette équation et celle-là. Alors maintenant, vous pouvez avoir deux éléments qui ont quand même un diviseur commun. Comme ici, où je vais prendre 15x plus, bon là pour changer je mets plus, 21y, et bah oui, à partir du moment où c'est linéaire dans le sens qu'il y a un 0 ici, que c'est homogène de degré 1, et qu'il y a un 0 ici. Hein. Donc là maintenant, eh ben, on divise par 3 et on se ramène au cas où ils sont premiers entre eux. Voilà, donc, donc ça nous fait ces solutions 7t moins 5t avec t dans z. Voilà, c'est tout. Alors maintenant, on pourrait se demander qu'est-ce qui se passerait si on avait trois variables. Trois variables, c'est un petit peu plus compliqué et il va falloir qu'on passe par la fine pour retrouver le problème de trois variables. Voilà, on reste encore, donc c'est toujours des équations différentielles, c'est-à-dire on cherche les solutions dans Z. Ici, c'est la fine, c'est-à-dire du linéaire, ici, avec un membre de droite cette fois-ci, qui est non nul, ou si vous préférez, c'est du degré 1, mais plus homogène. Alors, j'en donne ici deux exemples, voilà, type. Un où il va y avoir immédiatement pas de solution, un autre où il va y avoir des solutions. Alors d'abord commençons par celui-ci qui va être plus simple, 6x moins 10y égale 5. Ben, on se rend compte que s'il y avait une solution entière, il y aura un problème de parité. Ça veut dire que, regardez, le membre de gauche, il est évidemment pair, hein, et le membre de droite, il est évidemment impair. Donc, il y a un clash. Mais maintenant que c'est clair que, donc ici, parité, clash. Alors maintenant, c'est quand même instructif de le voir d'une autre manière, c'est-à-dire, on va calculer les choses dans le groupe Z sur 2Z, qui est aussi un corps, mais d'accord. Donc il y a un anneau, en fait, on va dire, c'est un anneau, mais il se trouve que c'est un corps, on ne va pas s'en servir, c'est un corps. Ici, on regarde, regardez, hein, il n'y a que des multiplications et des additions, donc on est sur l'anneau Z, et on va passer ce qu'on appelle au quotient, c'est-à-dire on regarde dans Z sur 2Z, et dans Z sur 2Z, ça fait, par morphisme de passage au quotient, 6 bar fois x bar moins 10 bar sur y bar. Alors ça, c'est l'image, hein, d'accord? Si un nombre pair, on lui envoie 0, un nombre impair, on lui envoie 1, d'accord? Et que ça continue à vérifier, c'est-à-dire que la classe de la combinaison, c'est la combinaison des classes. Et à droite, j'ai 5 bars. Donc ici, 6 bars, ça fait 0. On a 0, ben, dans Z sur 2Z, 0 fois n'importe quoi, c'est absorbant. Donc on va avoir 0 à gauche et 1 à droite. Et ça, s'il y a un truc qui est faux, c'est toujours 1 égale 0. Et donc, S, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. Voilà une chose. Comme ça nous aura montré que Z sur 2Z, ça sert à quelque chose. Et que, en général, on va se servir dans ce genre d'équation au passage au quotient sur Z sur NZ en général. Maintenant, regardons un cas où il y a des solutions. 6x moins 10y, cette fois-ci, au lieu d'être égal à 5, il va être égal à 2. Donc ici, là c'est quelque chose de pair, donc on ne va pas avoir la contradiction qu'on a ici, mais donc du coup je peux diviser par 2 et je vais avoir 3x moins 5y égale 1. Bon, alors on va trouver une solution particulière. Ici, comme 3 et 5 sont premiers entre eux, ben vous savez qu'il y a un algorithme d'Euclide qui permet de trouver des solutions x0 et y0 de cette équation. Ce qu'on va appeler une solution particulière, parce que l'algorithme d'Euclide ne donne pas toutes les solutions, c'est une solution particulière, mais ici dans ce cas-là, c'est facile d'en avoir une évidente, c'est 2, 1, hein, puisque 3 fois 2, moins 5 fois 1, ça fait 1. Donc on a une solution particulière. Le tout, c'est qu'on attaque la fine avec l'idée de solution particulière, puis solution générale qui va être linéaire. Donc qui va faire référence à ce qu'on avait vu tout à l'heure.
Donc, soit vous avez une solution particulière, et là, dans ce cas-là, vous continuez. Si vous n'en avez pas, eh ben, c'est terminé. Donc, ici, on a une solution particulière. Elle est donnée, assurée par l'algorithme d'Euclide. Et on va poser, du coup, donc, on a toujours ça et ça, maintenant. Et ben, on va poser grand X égale petit x moins x0, grand Y égale petit y moins y0. Quand on fait la soustraction ici, ben, on élimine le 1, on retombe sur 0, donc on va retomber sur du linéaire, c'est-à-dire 3 grand X moins 5 grand Y égale 0. Ça, on l'a résolu tout à l'heure, et ça fait x égale 5t, y égale 3t, où t, c'est une variable, c'est un paramètre entier. Donc maintenant, on fait le bilan, on a notre solution. Donc vous voyez, c'est x égale x0 plus 5t, y égale y0 plus 3t, ce qui veut dire qu'on a notre point x0, y0, donc ça c'est notre solution particulière, d'accord? Et ensuite, on prend la direction, donc c'était la droite qu'on avait tout à l'heure, la même direction, la droite linéaire, la droite vectorielle, mais posée sur cette solution particulière, et voilà, on a toujours pareil, un ensemble de solutions. Voilà pour l'affine. On va peut-être pouvoir donner une petite idée de comment continuer. Alors, il y aurait peut-être une question à se poser. Ici, on est tombé sur 1, et donc on avait cet algorithme d'Euclide. Si on était tombé sur, par exemple, 7, d'accord? On prend 7. Comment faire pour avoir une solution particulière de 3x0 moins 5y0 égale 7? Puisqu'on en a une pour 1, d'accord, c'est 2, 1, on va multiplier par 7, donc on va avoir 14, 7, et ça va nous donner ici quelque chose, une solution particulière, et après le reste c'est exactement pareil. Le tout c'est d'avoir une solution particulière. Voilà, je pense que l'affine à 2 variables, je pense que maintenant il n'y a plus de nouvelles surprises qui puissent arriver à partir de... Voilà, on va faire un exercice de synthèse entre le linéaire et l'affine à 2 variables avec du linéaire à 3 variables avec x, y, z entier. Voilà, bon, si l'homme, d'après Platon, est un bipède sans plumes, si on veut s'envoler, il va falloir se jeter dans le vide et aller vers... Oups, c'est ce qu'a fait mon bouchon. Et aller vers essayer de résoudre cette équation différéntielle. Alors, vous pouvez essayer de le faire, sans regarder, voilà. Et puis, après, vous apprécierez peut-être la solution. Allons-y. 5. Donc, imaginons que ça, je le passe à droite, d'accord? Ça fait 10y moins 15z. Donc, 5 divise le membre de droite, 10y moins 15z. Donc, il divise le membre de gauche, d'accord? Et donc 5 divise 6x. Maintenant, le lemme de Gauss nous dit que comme 5 et 6 sont premiers entre eux, 5 divise x, ce qui nous permet de dégager un paramètre, petit s, qui est entier, puisque comme 5 divise x, x, il est de la forme 5 fois s. Et on dégage ce paramètre. Donc voilà. Donc maintenant, on attaque, on a déjà un premier paramètre s, et on regarde donc 10y moins 15z égale, finalement, 6x. Mais 6x devient 30s. Alors, on peut avoir une solution particulière. Ça, c'est... on a une solution particulière de 10y0 moins 15z0 égale 5. D'accord? Ça, oui. On va dire comme ceci, égale 5, ça, il n'y a pas de problème. Vous avez la solution particulière de 1. Maintenant, si vous voulez en général, comme 5, c'est le PGCD de 10 et de 15, vous avez une identité de Bezout qui est donnée et qui va vous donner des solutions par l'algorithme d'Euclide. Voilà, donc ça, c'est juste un petit truc au passage. Donc, si vous voulez, vous vérifiez que 10y0s moins 15z0s est égal à 30s, a pour solution particulière, donc 12, 6. D'accord, puisque 120 moins 90, ça va faire 30.
Bien. Ici, on a l'habitude, on est tombé sur la fine, d'accord? On avait une équation à 3 variables, mais linéaire, et elle est devenue à 2 variables, mais affine, cette fois-ci. Alors, ici, on a l'habitude, on soustrait, on a une équation maintenant linéaire avec 2 variables, que je peux penser dans la tête comme grand Y et grand Z. Je simplifie ici par 5 pour obtenir des éléments par le PGCD de 10 et 15, hein, pour obtenir des éléments premiers entre eux. Et ça, maintenant, je sais faire. C'est du linéaire à 2 variables. Et donc, je vais avoir comme solution petit y, z, y égale y0s, d'accord, cet élément-là, plus 3t, avec un paramètre t qui est entier, et z égale z0s plus 2t. Maintenant, si on fait le bilan, et que je rajoute x égale 5s, avec y0 ici, et ben je peux écrire mon vecteur x, y, z, d'accord, mon vecteur de z3, comme s fois le vecteur 5, 12, 6, plus t fois le vecteur 0, 3, 2, d'accord, en rajoutant le x ici est égal à 5s, et en se rappelant que y0 et z0, ça vaut respectivement 12 et 6. Donc on retrouve ça. Alors là, c'est intéressant d'avoir ajouté une variable parce que on se rend compte que bon, c'était pas si facile que ça. Regardez ce qui se serait passé sur R. Sur R, on aurait dit, ben, je vais prendre 2 paramètres, x et y, donc j'ai x égale x, y égale y, d'accord? Toujours pareil, j'ai un noyau, je veux le transformer en une image, hein, x égale x, y égale y, et ça fait z égale, je divise par 15, ça fait moins 6 quinzièmes de x plus 10 quinzièmes, c'est-à-dire 2 tiers de y. Voilà, donc ça me fait un système de générateur de mon ensemble de solutions sur R, qui est, donc quand je vais multiplier par 5, 5, 0, moins 6, tac, non, je multiplie par 15, ça fait 15, 0, moins 6, donc 5, 0, moins 2, j'avais raison. Et là, 0, 1, 10 quinzième, et pareil, en multipliant par 3, j'obtiens 0, 3, et puis je trouve 2. Voilà, donc vous voyez qu'on avait un choix, vraiment comme on est sur R, on peut prendre sur les axes qu'on veut, c'est-à-dire on peut prendre nos vecteurs un petit peu comme on veut. Là, il y a beaucoup plus sur Z, il y a beaucoup plus de rigidité, et je vous ai fait un petit dessin pour vous montrer cette rigidité-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu, ici, vous voyez, il y a un 0 là, là, il n'y a pas de 0, là, vous voyez, et on n'aurait pas pu mettre un 0 là et un 0 là. Je vais vous le montrer sur un dessin parce que c'est éclairant. Regardez, que vérifie l'ensemble des solutions? Eh ben, c'est un sous-groupe de Z3. Et là, je vais vous montrer un sous-groupe de Z2, c'est-à-dire un plan. Ici, ça c'est un plan. Hein, donc voilà un plan. Et voilà des générateurs, voilà les éléments d'un certain plan sur Z. C'est-à-dire que c'est stable par l'addition. Et regardez ces points, là ici, j'en ai mis 1 sur 2 à chaque fois. Donc vous pouvez vérifier avec 1 au milieu ici, d'accord? Et vous pouvez vérifier que ça c'est stable par l'addition. Quand je vais ajouter un élément comme ça et un élément comme ça, ben je suis là, bon, c'est stable par l'addition. Et pourtant, je ne peux pas prendre comme système de générateur, parce que je suis sur Z, je n'ai pas de théorème de base incomplète, je ne peux pas prendre par exemple, là c'est 0, hein, je ne peux pas prendre lui et lui. Parce que si je prends lui et lui comme générateur, il n'engendrera jamais celui-ci. Il engendrera que celui-ci et puis ces éléments-là. Donc celui-ci, il n'en fait pas partie. Donc, en fait, je me rends compte que je peux prendre comme système de générateur lui, d'accord, et lui. Ah, là, ça va marcher. Parce que avec lui, j'obtiens lui, et avec lui et lui, en faisant la soustraction, j'obtiens lui. Donc je vais retrouver tout le monde, en fait. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une façon de voir que je ne pouvais pas poser mes générateurs comme je voulais sur des axes
comme j'aurais pu faire ici, en mettant des zéros un peu partout, et je sais que je vais me débrouiller. Là, il faut biaiser en quelque sorte, et ici, j'ai pas pu mettre un zéro, il a fallu que je trouve le bon angle ici. Hein. Voilà. C'est une façon un peu géométrique ici de voir ce qui s'est passé du fait qu'on était en diophancien, du fait qu'on était sur Z. Voilà. Voilà, j'espère que c'est pas trop difficile. C'est quand même toujours intéressant de regarder ce qui se passait sur R sur un corps, pourquoi on prend des espaces vectoriels sur un corps, et comment les choses explosent quand on est sur un anneau. Je fais un petit peu le point sur ce qu'on vient de voir. D'abord, donc, dans ces équations, vous voyez, qu'est-ce qui nous a servi? Travailler modulo n. C'est ce qui nous a permis de dire, tiens, il n'y a pas de solution là. Après, on aurait été peut-être embêté s'il y avait eu des solutions. Hein, parce que comment on aurait remonté les solutions, là, ça aurait été difficile. Mais au moins, on a pu dire, s'il y avait des solutions dans Z, il y en aurait dans Z sur NZ, et comme il n'y en a pas, alors c'est qu'il n'y en a pas dans Z. Là, donc pour dire il n'y a pas de solution, c'est bien de penser à travailler modulo n, donc le Z sur NZ va nous être utile. On est en train de faire des motivations, n'oubliez pas. Ensuite, que l'affine, les équations affines se font avec une solution particulière plus une solution générale sans second membre qui va devenir linéaire. Et la solution particulière, c'est une identité de Bezout. L'identité de Bezout se travaille avec un algorithme d'Euclide, mais bon, là on a été sur des exemples, hein, donc on avait des solutions évidentes, on n'a pas eu besoin de faire un algorithme d'Euclide. Et la solution générale, elle, elle nous a demandé le lemme de Gauss, c'est-à-dire que si, qu'est-ce qu'il dit le lemme de Gauss? Que si A divise BC et que A est premier avec C, alors A divise B. Voilà, c'est le lemme de Gauss. Ok, on va pouvoir continuer. Et maintenant qu'on a fait du degré 1, il peut être naturel de passer au degré 2 pour voir quels sont les outils dont on a besoin en degré supérieur. Des petites équations du second degré, diophantiennes, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut que les solutions soient sur Z. Alors là, c'est plus délicat. Déjà, à une variable, regardons juste à une variable, hein, parce que là, ça vaut le coup. x2 égale 4. Ben oui, il va y avoir des solutions. Mais x2 égale 5, il ne va pas y avoir de solution. Pourquoi? Parce que 4 est un carré, alors que 5 n'en est pas. Donc déjà, c'est une première chose, il y a les carrés et il y a les non carrés. Après, si on veut rester sur une variable et du second degré, on a le trinôme, d'accord? Et on veut des solutions entières, vous voyez que déjà, il faudrait que le discriminant soit un carré. Et le discriminant, ici, il vaut 5, et ce n'est pas un carré. Voilà, donc il ne va pas y avoir de solution. Bien, alors maintenant, plusieurs variables. Alors là, il y a des techniques pour montrer qu'on n'a pas de solution. Alors, par exemple, regardez, je ne vais pas regarder les techniques générales, hein, mais je donne juste des exemples comme ça. Hein. Donc ici, on va regarder un exemple d'équation homogène à trois variables. Voilà, x2 plus y2 moins 3z2 égale 0. Alors, l'idée, c'est de voir déjà que 0, 0, 0 est solution. Donc déjà, c'est pas vide. Est-ce qu'il y en a d'autres? Là, c'est moins clair. Étant donné qu'on a un 3 là, on va se ramener à deux variables, mais dans z sur 3z. C'est-à-dire que je regarde modulo 3, et je sais que quand je mets une barre là, ici, pour dire que j'ai regardé le reste modulo 3, je peux mettre, d'après les propriétés arithmétiques, la barre ici, et c'est x bar carré plus y bar carré. Là, ça va faire 0, parce que 3 modulo 3, ça fait 0, égale 0 bar. L'avantage d'être passé dans z sur 3z, c'est qu'il est tout petit, il est fini, et je peux regarder ce qui se passe. Quels sont les carrés de z sur 3z? Donc z sur 3z, vous avez 0, 1 et 2, mais 2 c'est pareil que moins 1 modulo 3. D'accord? Et puis c'est tout. Voilà, il y a 3 éléments, c'est le corps à 3 éléments. Et ici, ça veut dire que les carrés,
Quand on va mettre 0 au carré, ça fait 0, 1 au carré, ça fait 1, et moins 1 au carré, ça fait 1. Si vous préférez, 2 au carré, ça fait 4, mais 4, ça fait 1. Donc, on n'a que 2 carrés, c'est 0 et 1, et quand on fait la somme de carrés, quand vous faites 0 plus 0, ça fait 0, et sinon, ça marche plus. 0 plus 1, ça fait 1, et 1 plus 1, ça fait 2, et c'est pas nul, parce que 2, c'est moins 1. Donc, à partir du moment où la somme de 2 carrés, c'est 0, modulo 3, ça veut dire que x égale 0, y égale 0, modulo 3. Donc ça veut dire que 3 divise, c'est encore la relation divise, x. Donc j'écris x égale 3r, y égale 3s, avec r et s, ce sont des entiers. C'est ça la définition de la divisibilité. Donc maintenant, je réécris cette équation, d'accord ? Cette équation, je l'écris avec x égale 3r, y égale 3s. Ça va me faire 9r2 plus 9s2 moins 3z2 égale 0. Je simplifie par 3, d'accord? Et maintenant, quand j'ai simplifié par 3, je vois que z2 est un multiple de 3. Donc 3 divise z2. Et ça, c'est le lemme d'Euclide. Comme 3 est premier, 3 divise un produit, AB, alors 3 divise A ou 3 divise B. Voilà. D'accord? Mais comme c'est Z2, ça veut dire 3 divise Z ou 3 divise Z. Non. Dans les deux cas, 3 divise Z. Voilà. 3 divise Z. Donc là, ça veut dire que Z est égal à 3 fois un T. Avec un T, T maintenant, qui est un nouveau paramètre dans Z. Et maintenant, je vais remplacer Z par 3T dans cette équation, et je vais pouvoir simplifier par 9, ce qui va faire que je vais obtenir R2 plus S2 moins 3T2 égale 0. Et c'est une nouvelle équation différentielle, mais rabaissée. Ça veut dire que, et c'est la même équation différentielle, regardez, ça veut dire que si x, y, z sont solutions entières, alors x sur 3, y sur 3 et z sur 3, c'est-à-dire r, s et t, sont aussi solutions entières de la même équation. Oui, mais alors là, maintenant, ça ne s'arrête plus. Je peux encore diviser par 3, je peux encore diviser par 3 indéfiniment. C'est-à-dire que quel que soit n, x sur 3 puissance n, y sur 3 puissance n, z sur 3 puissance n sont solutions. Mais on voit bien qu'on ne peut pas, à partir du moment où x est un entier, au bout d'un certain temps, en divisant par 3 puissance n, ça ne devrait plus être un entier. A. Et pourtant, ce qu'on a dit reste vrai. C'est que, en fait, il n'y a pas tout à fait, il n'y a pas complètement un paradoxe, c'est que x sur 3 puissance n est encore un entier, d'accord? Oui, mais ça veut dire que x est nul. Parce qu'il n'y a que pour 0 qu'on peut diviser par 3 puissance n pour n quelconque et tomber encore sur un entier. Il n'y a que pour x égale 0. Pareil pour y et z. Donc ça veut dire que x, y, z égale 0, 0, 0 et réciproquement, c'est vrai. Voilà, on a résolu cette équation différentielle. On a utilisé le lemme d'Euclide. Si P est premier qui divise AB, alors P divise A ou P divise B, lemme d'Euclide, hein, qu'on n'avait pas utilisé jusqu'à présent. Et cette technique, on l'appelle une méthode de descente de Fermat. D'accord? On voit que c'est absurde en descendant comme ça, et qu'on ne peut pas descendre indéfiniment. Voilà. Alors, toujours dans le second degré, regardons x, y égale 12. Oui, c'est du second degré, hein, d'accord? Parce que c'est considéré comme du second degré, vous avez du degré 1 plus du degré 1. Voilà, alors x, y égale 12, avec x, y dans z, équation différentielle, là, on va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle le théorème fondamental de l'arithmétique, c'est-à-dire que tout élément se décompose de façon unique en premier. Mais il y a attention, il y a des petits caractères, il y a des petites choses qu'il faut bien lire dans le mode d'emploi de ce théorème. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x va se décomposer en produit de PIMI avec des nombres premiers ici, mais ça pourrait être aussi négatif. D'accord? Voilà. Et maintenant,
Donc il pourrait y avoir un moins là devant. Et vous notez que moins par moins faisant plus, d'accord, ceci tout seul, ça ne nous donne pas les seules solutions, parce que ça nous donnerait que les solutions positives. Donc regardons juste les solutions positives. On a 12 égale 2 au carré fois 3, d'accord, c'est ça la décomposition en nombre premier. X, sa décomposition, ben, je l'écris comme ça avec des NI, en exposant, Y avec des NI. Le théorème nous dit finalement qu'il suffit de décomposer 2, 1, parce qu'ici il y a un 1, d'accord, vous voyez ici il y a un 1, 2, 1, en MI plus NI. Donc regardez par exemple, vous prenez 2, 1 égale 2, 1 plus 0, 0. Donc le premier 2, c'est l'exposant en 2 de x. Lui, c'est l'exposant en 3 de x. Et là, c'est l'exposant en 2 de y, l'exposant en 3 de y. Donc c'est la solution 12, 1. Ensuite, on peut décomposer 2, 1 en 1, 1 plus 1, 0. Alors là, ça veut dire qu'on a 2 puissance 1 fois 3 puissance 1, ça fait 6, 2 puissance 1, ça fait 2. Vous voyez, ensuite, on va regarder 2, 0 plus 0, 1. Ben oui, ça fait 2 puissance 2 fois 3 puissance 0. Donc c'est 4, et 2 puissance 0 fois 3 puissance 1, ça fait 3. Voilà. Puis après, c'est symétrique, c'est des décompositions symétriques. Donc on a ramené cette factorisation ici à un problème de somme, hein, comme quand on fait un logarithme, où on veut juste décomposer un uplet, ici, en somme de uplet positif, évidemment, hein, entier naturel. Voilà. Donc ça, on s'est servi de ça. Maintenant, il se trouve que le petit truc, le petit grain de sable dans l'unicité de la décomposition en facteur premier, c'est que c'est valable à unité près. Alors, unité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les inversibles de l'anneau, c'est-à-dire de z. Les inversibles de z, c'est 1 et moins 1. Et c'est là où ça coince, c'est qu'il faut regarder à part les unités. On a souvent besoin des unités dans un anneau. Et là, on pourrait avoir aussi moins. Mais si j'ai moins ici, j'ai moins là. Donc, c'est-à-dire que c'est à facteur près. Donc, on peut considérer ici que x est la même chose, le même résultat, mais multiplié par une unité, donc multiplié par moins 1, et dans ce cas-là, y sera multiplié par moins 1 aussi. Donc vous pouvez mettre des moins aussi. Donc ça fait 6 solutions positives, 6 solutions négatives, et en tout 12 solutions. Voilà, alors maintenant on peut aller un peu plus loin, on regarde x2 moins y2 égale 101. Alors j'ai pris 101 pour que ce soit plus simple, parce que c'est un nombre premier. Et bien là maintenant, je factorise. Vous voyez, là la factorisation était évidente, là pas tout à fait évidente. Donc x2 moins y2, c'est x moins y facteur de x plus y. Et maintenant, vous voyez que ça veut dire, maintenant je vais résoudre comme j'ai résolu ici. Sauf que là, 12, il était un peu complexe, là 101 est beaucoup plus simple, c'est un nombre premier. Donc soit x moins y égale 101 par unicité de la décomposition en facteur premier, hein, et x plus y égale 1. D'accord? Et x moins y égale 1, et x plus y égale 101. Mais on peut aussi avoir moins, moins, d'accord, ici, et avoir moins, moins, ici. Donc, il ne reste plus qu'à résoudre un système, 4 systèmes linéaires à 2 inconnus, donc ça, c'est pas difficile, et on vérifie qu'on a ces 4 solutions. À chaque fois, ça va être un système qui va avoir des solutions. Et on vérifie qu'on a ces 4 solutions, 51, 50, moins 51, 50, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, il est temps de faire le point sur, en fait, c'était ça le but, la motivation, sur ce que l'on a utilisé et sur ce qui est finalement utile dans ce qu'on va faire, c'est-à-dire l'arithmétique. Ce qu'on va voir en arithmétique, en tout cas les bases de l'arithmétique telles qu'on va les voir ensemble, sont ici. D'abord Z, on va travailler sur Z. Z c'est un anneau, voilà. Et on aura besoin de ces inversibles.
Et dans un anneau, on a toujours besoin des inversibles. Et les inversibles de Z, c'est 1 et moins 1. Voilà. C'est les seuls qui, quand on les inverse, ça reste dans Z. Il y a le lemme d'Euclide. Si P est premier, c'est-à-dire s'il est divisible uniquement par 1 et lui-même modulo les inversibles, alors, uniquement divisible par cela, alors P divise AB, un produit AB, ça implique que P divise A ou P divise B. La réciproque, elle est claire, hein, mais dans ce sens-là, c'est important, et ce ne serait pas vrai si P n'était pas premier. Ensuite, le lemme de Gauss, dont on s'est servi, si A divise BC, et si AC n'ont pas de diviseur en commun, alors A divise B. Voilà. Ce qui est pas mal, parce que si A divise B, bah forcément A divise BC, dans ce sens-là, ça va. Mais c'est pour revenir. Le lemme de Gauss est un espèce de retour contre-intuitif d'une application évidente. Hein, voilà, donc on a A divise B, parce que A et C n'avaient pas de diviseur commun. L'unicité de la décomposition en facteurs irréductibles. Alors, avec ce petit codicile, là, cette petite nuance, attention, c'est une unicité à permutation près et à unité près, hein, ici. Le PGCD, d'accord, donc le plus grand commun diviseur, on s'en est servi, hein, l'identité de Bezout et l'algorithme de Crick pour trouver des solutions à l'identité de Bezout. Voilà. Et puis on s'est aussi servi du calcul modulaire, c'est-à-dire de regarder quelque chose, une identité dans Z, et de la regarder modulo n, sachant que quand on a dans Z AX plus BY, et ben quand on va regarder AX plus BY modulo n, d'accord, alors ça fait A bar, X bar, plus B bar, Y bar, voilà, donc on s'en est servi. C'est un peu, si n égale 2, une règle qu'on connaît bien, pair plus pair égale pair, impair plus impair égale pair, impair plus pair égale impair fois impair égale impair fois pair égale pair, etc. etc. C'est exactement cette règle, mais qui se généralise. C'est-à-dire qu'on regroupe des éléments, c'est-à-dire tous les pairs, vous voyez, c'est des éléments différents, mais on va les regrouper dans ce qu'on appelle des classes d'équivalence, et on multiplie ces classes entre elles. Donc la classe des pairs, on la multiplie par la classe des impairs, et on se rend compte que ça fait quelque chose de cohérent, hein, par exemple, voilà. Ok, et ben, oui, et puis pour conclure, tout ça, c'est de l'étude de la divisibilité. C'est-à-dire qu'on a une relation divise dans Z, et cette relation est précieuse, et c'est celle-ci qu'on étudie, et on a vu que si on domine la relation divise par tous ces objets-là, alors on est très fort, et entre autres, on peut résoudre des équations. Alors, on va regarder les équations polynomiales et sur Q, c'est-à-dire on cherche des solutions sur Q. Alors on va supposer qu'on a P, un polynôme à coefficient dans Z, donc il est dans Z de x, et on cherche l'ensemble des petits x, tels que P de x égale 0, avec x dans Q. Donc le mieux, c'est de donner un exemple, et en fait, de voir que bon, cet exemple est suffisamment général pour fournir un théorème. Regardez, vous écrivez 5x3 moins 2x2 plus x plus 3. Bon, c'est un exemple. Si vous arrivez à la résoudre d'une autre manière, c'est votre problème. X égale P sur Q, voilà. Donc j'écris X égale P sur Q, puisqu'il est dans Q, il est forcément sous la forme P sur Q. Et je peux rajouter avec P et Q dans Z, bon évidemment, puisqu'il est rationnel, il peut s'écrire comme ça, mais je peux toujours me ramener à P et Q premiers entre eux. Attention, hein, c'est pas parce que je les ai appelés P et Q qui sont premiers, hein, là c'est juste des entiers, mais là P et Q sont premiers entre eux. Voilà. Pourquoi on peut toujours se ramener à ça? Ben, vous le savez, parce que on a une unicité de la décomposition en facteurs premiers, et quand je vais éliminer les facteurs communs,
il n'y aura plus de facteurs communs, hein, et cette unicité va faire que forcément, ils seront premiers entre eux. Voilà. Donc, je peux toujours me ramener à ça, vous le savez bien. Et maintenant, en écrivant x égale p sur q et en multipliant par q au cube des deux côtés, je me ramène à une équation 5p3 moins 2p2q plus pq2 plus 3q3 égale 0. C'est une équation on dira qu'elle est homogène de degré 3. Hein, d'accord ? Alors, ça, c'est déjà un premier truc qu'on peut généraliser, c'est que toute équation polynomiale sur Q, à solution dans Q, peut se ramener à une solution, à une équation polynomiale. Alors, cette fois-ci, la première était à une variable, la deuxième est à deux variables, mais elle est sur Z, ce qui va faire qu'on va pouvoir faire vraiment de l'arithmétique, et elle est homogène. Voilà. Alors, en quoi ça nous aide d'être passé d'une équation sur Q à une équation sur Z? C'est que sur Z, on l'a étudié, et il y a la divisibilité, et en particulier le lemme de Gauss. Donc, on va passer toute cette partie où il n'y a que des Q de l'autre côté, et ça nous fait 5p3 égale cette chose où l'essentiel c'est que je puisse mettre Q en facteur. Et inversement, je peux mettre 3Q3 de l'autre côté, ça fait moins 3Q3, et je vais obtenir un polynôme à deux variables où je peux mettre P en facteur. Voilà. Donc maintenant de cette équation, je dis que Q il divise le membre de droite, donc il divise le membre de gauche, mais j'ai pu prendre P et Q premiers entre eux, donc le lemme de Gauss me dit que Q divise 5. Et de la même manière ici, le lemme de Gauss me dit que P divise 3. Donc ça veut dire que P, je peux le choisir dans une famille finie, et Q aussi. Donc P, il appartient à plus ou moins 1, plus ou moins 3. Et Q appartient à plus ou moins 1, plus ou moins 5, parce que ce sont les diviseurs de 5 et de 3, respectivement. Donc, maintenant, on peut... Bon, c'est pas difficile d'en faire un théorème. Vous voyez qu'en général, il faut multiplier par Q puissance n quand on a un polynôme de degré n et appliquer le lemme de Gauss. Donc ici, on a P égale une somme de AX avec les AI tous dans Z et X dans Q. P de X égale 0. Alors, on en déduit que X est égal à P sur Q, bon, puisqu'il est dans Q, oui, avec Q divisant à N et P divisant à 0. Il peut se mettre sous cette forme. Voilà. À N, donc le premier terme, voilà, Q divise 5, d'accord, et P divise à 0, c'est-à-dire P divise 3. En fait, c'est les extrêmes qui nous servent. Il y a un cas particulier, hein, c'est si P est unitaire. Alors, s'il est unitaire, ici, ça veut dire qu'il y a un 1, ça veut dire que Q divise 1, ça veut dire que Q est inversible. Q est égal à 1 ou moins 1, ce sont les inversibles, et donc, comme il y a un inversible au dénominateur, ça veut dire que X est dans Z. Donc, le fait que X appartienne à Q implique que X appartient à Z. Vous voyez ce côté saumon qui remonte le torrent, parce que normalement, X appartient à Z, bah oui, donc X appartient à Q, bah non, on va dans le sens contraire. Et ça, c'est un peu la signature du lemme de Gauss. Hein. Déjà, dans le lemme de Gauss, c'est quelque chose de contre-courant, en quelque sorte, hein, le lemme de Gauss. Donc, maintenant qu'il appartient à Z, bah, il est juste sous la forme P, d'accord, et P divise à 0, donc X divise à 0. Ce qui fait que on peut conclure comme ça: toute solution rationnelle d'un polynôme unitaire à coefficient dans Z est une solution entière, et cette solution divise le terme constant. Il y en a un nombre fini de possibles. Voilà. D'accord? Donc, de deux choses l'une,
soit parmi ce nombre fini, vous tombez sur une racine et vous êtes content, soit vous ne tombez pas sur une racine et vous êtes un peu moins content, mais au moins vous savez qu'il n'y a aucune solution rationnelle. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'avec un nombre fini de coups, on peut voir qu'un nombre infini n'est pas racine. Voilà. C'est fini. Donc voilà un grand classique, les systèmes de congruence. On veut trouver tous les x dans Z, tels que x est congru à S modulo A et x est congru à T modulo B. Alors S et T sont des entiers, A et B sont des entiers premiers entre eux. Donc là, l'idée, c'est l'identité de Bezout, hein, c'est d'écrire UA plus VB égale 1. On sait qu'il y a un algorithme d'Euclide qui nous apporte U et V sur un plateau, des exemples de U et V sur un plateau, grâce à des divisions successives. On divise A par B et on obtient un reste, puis B, on le divise par le reste, on obtient un autre reste, etc. etc. Et après, une fois qu'on est redescendu dans toutes ces divisions, à un moment, on tombe sur un dernier reste non nul et on remonte pour obtenir ces choses-là. Et le dernier reste non nul, il paraît que c'est 1 quand A et B sont premiers entre eux. Voilà. Donc là, on est fort de cette équation et d'avoir trouvé un U et B. Et on remarque que c'est un système linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire linéaire? Ça veut dire en fait affine. Quand, d'abord, si on met 0 et 0 ici, d'accord, à la place de S et T, donc c'est ce qu'on appelle l'équation sans second membre, là c'est vraiment linéaire. Donc linéaire dans le sens que si x est solution et x' solution, alors toute combinaison z linéaire de x et x' va être solution. En fait, ça veut dire qu'il y a un sous-groupe de z, l'ensemble des solutions est un sous-groupe de z. D'accord? Voilà, c'est facile à voir. Et si c'est un sous-groupe de z, vous les connaissez, les sous-groupes de z, ça veut dire que ça va être les multiples d'un certain élément. Bon, regardons donc ce qui se passe. Si on fait x congru à 0 modulo A, x congru à 0 modulo B, ça veut dire que A divise x, ça c'est la définition, B divise x, et donc on sait que x est multiple à la fois de A et de B, donc il est multiple du plus petit comme un multiple, c'est-à-dire PPCM de A et B. Étant donné que A et B sont premiers entre eux, alors ce PPCM c'est AB. Donc on a ça, et on a même un si et seulement si. Alors quand je disais maintenant affine, je dis la chose suivante, c'est que si j'arrive à trouver une solution particulière que je vais appeler x indice ST à mon système, c'est juste une solution particulière, alors, encore par linéarité, je regarde, et je prends pour x une solution de ce système quelconque, d'accord? Alors je vais prendre x moins ma solution particulière, et par linéarité de la congruence, d'accord, z linéarité, ce sera congru à 0 modulo A, d'accord, puisque si, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est que si x est congru à S et x' est congru à S', les deux modulo A, alors x moins x' est congru à S moins S'. C'est juste ça que j'utilise. Oui. Donc, ici, on aura x moins xst sera congru à s moins s modulo A, c'est-à-dire 0, et t moins t modulo B, c'est-à-dire 0. D'accord? Et donc, je pourrais me ramener à faire un changement de variable et à regarder ma solution générale. Voilà. Alors, maintenant, la solution particulière. On a vu la solution générale.
et on veut regarder une solution particulière pour S et T. Mais dans un premier temps, on va le faire pour des choses simples. On va le faire pour ST appartient à Z2, d'accord, et Z2 possède une base canonique en quelque sorte, c'est 1, 0 et 0, 1. Donc on va regarder déjà pour 1, 0 et 0, 1. Ben pour 1, 0, le bon candidat, c'est VB. Pourquoi? Parce que VB est multiple de B, évidemment. Donc ici, on a le 0, d'accord? Puisque X est congruent à 0, VB est congruent à 0 modulo B. Et VB est égal à 1 moins UA. Et ben oui, donc 1 moins UA modulo A, ça fait 1. D'accord? Donc c'est une solution particulière. Et de la même manière, UA est une solution particulière pour 0,1, le couple 0. Donc c'est bizarre, ça oblige à un certain strabisme, hein, d'accord? Quand c'est 1, 0, quand le 1 est à gauche, on va chercher VB, d'accord? Et quand c'est 0, 1, eh ben, on va chercher UA. Maintenant, pour ST, qu'est-ce qui se passe? La solution particulière qu'on voulait pour ST, ben, par linéarité de la congruence, eh ben, ça va être SX10 plus TX01. Si on doit faire peut-être le bilan, eh ben, en fait, ce truc-là, c'est simplement SVB, bon, je vais l'écrire avec UA, TUA plus SVB. Vous voyez, ce XST qu'on a trouvé, c'est ça, TUA plus SVB. C'est-à-dire que le T qui était assigné à B, il va se retrouver ici, et le S qui était assigné à A, il va se retrouver ici. C'est le strabisme, hein, dont je parlais. Donc maintenant, ça veut dire que X moins XST est congruent à 0 modulo A et modulo B, c'est-à-dire cette nouvelle variable est solution de l'équation générale, c'est-à-dire c'est l'ensemble des multiples de AB. Donc ça veut dire que X, l'ensemble des solutions, c'est ce XST, la solution particulière qu'on a trouvée, plus K fois AB avec K dans Z. Voilà. Hein, si on avait eu 3 équations de congruence, un système de 3, alors avec A, B et C, 2 à 2 premiers entre eux, pour simplifier les choses, eh ben, c'est simple. Parce que on se rend compte que ce système revient à dire que X, j'ai plus trop de place, mais que X est congru, regardez, à X ST modulo AB. D'accord? Donc, si on avait eu un système de 3 équations de congruence, eh ben, on remplace les deux premiers par une seule équation. Vous voyez, c'est toujours l'idée en fait du PPCM, c'est-à-dire que on peut remplacer 2 par un seul. Et après, on vient rajouter la troisième équation et on se ramène maintenant à un système à 2 qu'on sait faire. Voilà. Donc voilà, ça peut être intéressant. Maintenant, peut-être que le problème, c'est si A et B ne sont pas premiers entre eux et évidemment le PGCD de A et B serait un certain D. D'accord? Alors comment on fait si A et B, le PGCD est un certain D? Alors il y a une situation où on peut tirer son épingle du jeu jusqu'à présent, ce serait quand il n'y a pas de solution. X est congru à S modulo A. Donc X est congru à S modulo tous les diviseurs de A. Maintenant, X est congru à T modulo B, donc X est congru à T modulo tous les diviseurs de B. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est juste la transitivité de la relation divise. Hein, d'accord?
Si vous êtes multiple de 4, bah, alors vous êtes forcément multiple de 2. Hein, quelque chose, hein. Et ces congruences se disent avec des multiples. Voilà. Bien. Donc, je vais prendre le PGCD. Et X, qui est un élément commun, X est congru à S modulo le PGCD de A et B, et X est congru à T modulo le PGCD de A et B. Donc je peux faire la différence, d'accord, et j'obtiens, d'accord, ici, je remplace par le PGCD de A et B, et ici, le PGCD aussi de A et B. D'accord? Donc, maintenant que j'ai le même ici et ici, je peux faire la soustraction et avoir 0 qui est congru à S-T modulo le PGCD de A et B. Voilà. Donc ici, on a un D, d'accord, et là, c'est D, mais on ne va pas s'en servir. Donc, maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Si il existe une solution, alors, eh ben, le PGCD de A et B va diviser S moins T. Voilà. Bon, si je vois que le PGCD de A et B ne divise pas S moins T, alors je peux dire qu'il n'y a pas de solution. Donc là, c'est encore ces idées où il est plus facile de dire bah non, il n'y en a pas, que de les trouver quand on n'a pas d'obstruction. Voilà. Après, s'il le divise, alors il faut un petit peu plus. Et ça, c'est fait dans le carnet de voyage en algébrie. Je vous laisse vous y référer.